Il y a des choses dont on parle peu, des préférences qu'on cache, des réactions qu'on minimise, des petits aveux, qu'on garde pour soi parce qu'on a un peu honte de les formuler à voix haute. Et pourtant, ce sont souvent ces choses-là, précisément ces choses-là, qui en disent le plus sur nous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'une d'elles. Je n'aime pas recevoir de visite. Peut être que tu t'es reconnu dans cette phrase. Peut être qu'elle t'a fait sourire d'un sourire un peu gêné, celui qu'on esquisse quand on se sent découvert. Peut être qu'au contraire, elle t'a surpris et que tu te demandes comment on peut ne pas aimer accueillir les gens qu'on aime. Dans tous les cas, je suis content que tu sois là. Parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est bien plus profond qu'une simple préférence pour la solitude ou qu'une question d'organisation domestique. Ce que cache cette phrase, ce que révèle ce rapport difficile aux visites, c'est quelque chose d'essentiel sur notre façon d'habiter le monde, de nous habiter nous-mêmes et de nous relier aux autres. Je t'invite à écouter ce qui suit non pas comme un diagnostic, non pas comme un jugement, mais comme une promenade intérieure, une exploration douce. On avance ensemble, sans précipitation, parce que comprendre pourquoi certaines choses nous dérangent, c'est toujours un acte de courage, et c'est aussi souvent le premier pas vers une liberté qu'on ne savait pas qu'on pouvait trouver. Alors installe-toi confortablement, prends le temps de déposer ce que tu portais avant d'appuyer sur play et laissons-nous aller ensemble dans cette réflexion. Commençons par le commencement, par l'image concrète, physique, réelle. Tu es chez toi, c'est un samedi après-midi ou peut être un dimanche matin. Tu es dans cet espace qui est le tien avec tes habitudes, tes objets familiers, la lumière que tu connais, le silence que tu as apprivoisé. Et puis ton téléphone sonne ou un message arrive, quelqu'un de ta famille, un ami, un proche, et la phrase tombe, bah, on passait dans le coin, on peut venir vous voir. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Pour certains, c'est une joie immédiate, un élan, une ouverture, mais pour d'autres, et peut être pour toi, c'est autre chose. C'est une légère contraction dans la poitrine, un soupir intérieur, une pensée fugace, ah non, pas maintenant, suivie presque aussitôt d'une culpabilité, parce qu'on se juge, parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai comme problème, c'est ma sœur, c'est mon meilleur ami, je devrais être content. Et là, dans cet espace entre la réaction authentique et le jugement qu'on lui porte, se trouve quelque chose de très important. Ce que je veux te dire d'emblée, c'est que cette réaction n'est pas un problème, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas un manque d'amour, c'est une information. Et comme toutes les informations sur nous-mêmes, elles méritent d'être reçues avec curiosité plutôt qu'avec honte. La psychologie nous apprend que nos réactions automatiques, celles qui surgissent avant même qu'on ait le temps de réfléchir, sont des messagères. Elles viennent de loin. Elles ont une histoire et elles ont quelque chose à nous dire. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, justement? La première chose que révèle le fait de ne pas aimer recevoir de visite, c'est notre rapport à l'espace intérieur. Il y a des gens pour qui la maison est un lieu de vie sociale, un endroit ouvert, traversé, animé. Ils aiment quand ça bouge, quand il y a du monde, quand les conversations se mêlent au bruit des tasses et à l'odeur du café. Pour eux, recevoir, c'est vivre pleinement. Et puis, il y a ceux pour qui la maison est quelque chose de radicalement différent. C'est un sanctuaire, un espace de décompression, le seul endroit au monde où l'on peut vraiment être soi, complètement, sans avoir à performer, sans avoir à gérer le regard de l'autre, sans avoir à sourire si on n'en a pas envie. Et entre ces deux façons d'habiter son chez-soi, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a simplement des besoins différents. Carl Jung, le grand psychologue suisse, avait décrit ce qu'il appelait l'introversion et l'extraversion, non pas comme des défauts ou des qualités, mais comme des orientations fondamentales de l'énergie psychique. Pour l'extraverti, l'énergie se ressource dans le contact avec l'extérieur, avec les autres, avec le mouvement du monde. Pour l'introverti, elle se ressource dans le retrait, dans le silence, dans l'espace intérieur. Et voilà déjà une première clé. Si tu n'aimes pas recevoir de visite, peut être
que tu es, au fond, quelqu'un dont l'énergie se régénère dans la solitude. Et c'est pas un manque. C'est une nature. Le problème n'est pas là. Le problème, s'il y en a un, c'est quand on ne le sait pas, quand on s'ignore soi-même au point de se laisser envahir, puis de s'épuiser, puis de s'en vouloir, puis de culpabiliser, dans une spirale qui n'en finit plus. Je voudrais maintenant te parler d'une notion qui m'est chère et qui est au cœur de ce que nous explorons aujourd'hui, c'est la notion d'espace psychique. L'espace psychique, c'est pas quelque chose de métaphorique, enfin si, c'est une métaphore, mais elle dit quelque chose de très réel. Chacun d'entre nous a besoin d'un certain volume intérieur pour fonctionner bien, un espace où les pensées peuvent circuler librement, où les émotions peuvent exister sans être aussitôt étouffées, où le soi peut se déployer sans contrainte. Et cet espace psychique est intimement lié à l'espace physique. Il y a des études fascinantes sur ce sujet. Quand on demande à des gens de décrire leur état intérieur en utilisant des métaphores spatiales, ils parlent spontanément d'oppression, d'étouffement, de respiration difficile quand ils se sentent envahis psychologiquement. Et inversement, ils parlent d'ouverture, de légèreté, d'air frais quand ils se sentent libres. La maison, pour beaucoup de gens, est le symbole physique de cet espace intérieur. Ce que tu laisses entrer chez toi, tu le laisses d'une certaine façon entrer en toi. Et certaines personnes le ressentent de manière très intense, presque physique. Ce n'est pas anodin. Je pense à quelqu'un que j'avais accompagné en consultation, une femme d'une cinquantaine d'années, très active, très présente dans sa vie professionnelle et familiale. Elle venait me parler d'une fatigue qui ne passait pas. Et au fil des séances, on avait découvert ensemble que l'une des sources de cette fatigue était sa difficulté à protéger son espace. Elle recevait beaucoup, elle organisait beaucoup, elle était celle vers qui tout le monde venait, et elle n'avait jamais osé dire non, pas ce week-end, j'ai besoin de me retrouver. Parce que dire ça, pour elle, c'était dire qu'elle n'aimait pas les autres, c'était risquer d'être mal aimée, c'était trahir une image d'elle-même, celle de la femme disponible, généreuse, toujours là. Et cette confusion entre disponibilité et amour, entre porte ouverte et cœur ouvert, c'est l'une des plus grandes sources de souffrance silencieuse que je rencontre. Arrêtons-nous ici un instant. Si ce que tu entends résonne en toi, si quelque chose dans ces mots te touche, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne. En restant connecté, tu continueras à recevoir des réflexions comme celle-ci sur l'art de mieux se connaître, de mieux se respecter et de mieux vivre avec les autres. C'est un geste simple, mais il dit quelque chose de beau. Tu prends soin de toi. Continuons. Il y a une deuxième dimension à explorer, et elle peut être la plus délicate, c'est la question du contrôle. Ne pas aimer recevoir de visites, c'est souvent, au fond, ne pas aimer être pris par surprise. C'est une réaction à l'imprévu, à ce qui arrive, sans qu'on l'ait organisé, sans qu'on ait pu se préparer. Et là, je voudrais qu'on soit doux avec nous-mêmes, parce que ce besoin de contrôle, il sort pas de nulle part. Pour beaucoup de gens, il est la trace d'une histoire. Peut être une enfance où les surprises n'étaient pas bonnes, où l'imprévu signifiait le danger, la tension, le conflit. Peut être un environnement familial chaotique, imprévisible, où l'on n'était jamais sûr de ce qui allait se passer, et dans ce contexte-là, le contrôle n'était pas un caprice, c'était une stratégie de survie. L'enfant qui ne savait jamais comment serait l'humeur de ses parents en rentrant à la maison, qui apprenait à lire les signes, à anticiper, à se protéger, cet enfant devient souvent un adulte qui a besoin de maîtriser son environnement pour se sentir en sécurité. Et les visites non planifiées, dans ce registre-là, elles viennent frapper à la porte de quelque chose de très ancien. Elles réactivent une alarme intérieure qui dit ⁇ Attention, quelque chose arrive que tu n'as pas contrôlé. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le système nerveux qui fait son travail, qui applique les stratégies qu'il a apprises, même si le contexte a changé, même si les visites en question sont bienveillantes et aimantes. Et c'est là que la prise de conscience devient libératrice. Parce que quand on comprend d'où vient une réaction,
on peut commencer à choisir autrement. On ne subit plus, on comprend, et comprendre, c'est déjà se libérer un peu. Il y a une troisième dimension que je veux explorer avec toi, et c'est peut être la plus universelle. C'est la question de l'image de soi. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, on lui montre quelque chose. Pas seulement un appartement, pas seulement une décoration, on lui montre un fragment de qui on est. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est une source d'anxiété considérable. Est-ce que c'est assez propre? Est-ce que c'est assez bien rangé? Est-ce que le canapé est trop vieux? Est-ce que la cuisine est trop petite? Est-ce que les murs sont trop nus? Et derrière chacune de ces questions pratiques, il y en a une autre, beaucoup plus profonde. Est-ce que je suis assez? La maison, comme je te le disais, est souvent le reflet de notre intérieur. Et la crainte que les autres jugent notre maison, c'est souvent au fond la crainte qu'ils nous jugent, nous, qu'ils voient nos imperfections, qu'ils découvrent qu'on n'est pas aussi bien que ce qu'on voulait leur faire croire. C'est ce que les psychologues appellent la honte de l'exposition. La vulnérabilité que l'on ressent quand on laisse quelqu'un entrer dans son espace intime, et cette honte, elle peut prendre des formes très subtiles, hein. C'est pas forcément une honte consciente. Parfois, c'est juste un inconfort diffus, une légère tension, une envie de dire non sans trop savoir pourquoi. Je pense à un homme que j'avais rencontré lors d'une conférence. Il m'avait dit avec beaucoup de franchise, je suis capable d'inviter des amis au restaurant, au cinéma, n'importe où, mais chez moi, jamais. Et quand on avait creusé ensemble, on avait découvert que derrière ce jamais, il y avait une peur très précise, celle d'être vu dans son quotidien. Le restaurant, c'est neutre, c'est un terrain qui n'appartient à personne, mais chez lui, c'était lui, et lui, il n'était pas prêt à être exposé à ce point. Cette histoire me touche parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur l'intimité. L'intimité, c'est précisément l'espace où l'on peut être vu tel qu'on est, avec ses désordres, ses angles, ses imperfections. Et le fait de ne pas vouloir être vu ainsi, c'est pas un refus de l'autre, c'est souvent une fragilité face à soi-même. Alors comment on travaille avec ça? Comment on avance? Pas en se forçant, pas en se disant je dois changer, je dois m'ouvrir, je dois recevoir plus. Ça, c'est la voie de la contrainte et elle ne donne jamais de vrais résultats. La voie que je te propose, c'est celle de la compréhension progressive. C'est d'abord de se demander, avec douceur et honnêteté, qu'est-ce qui se passe en moi quand quelqu'un m'annonce qu'il vient? Quelle est la première pensée? Quelle est la première sensation dans le corps? Et ensuite de se demander d'où vient cette réaction? Est-ce que c'est une fatigue réelle, un besoin de solitude légitime? Est-ce que c'est une peur d'être jugé? Est-ce que c'est une vieille alarme qui se déclenche automatiquement? Cette distinction est fondamentale, parce que le besoin de solitude, c'est quelque chose de sain à honorer. Mais la peur du regard de l'autre, l'alarme héritée d'un passé douloureux, ça c'est quelque chose à apprivoiser doucement, pour ne pas le laisser dicter notre vie. Faisons une pause dans notre exploration pour parler d'un sujet qui est directement lié à tout ça, les frontières personnelles. Les frontières en psychologie, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des barricades qu'on dresse pour tenir les autres à distance. Ce sont des membranes perméables, vivantes, qui laissent passer ce qui nous nourrit et qui filtrent ce qui nous épuise. Et beaucoup de gens qui n'aiment pas recevoir de visite ont en réalité un problème de frontières. Soit parce qu'ils n'en ont pas assez, et alors chaque visite les envahit et les vide, soit parce qu'ils en ont trop, et alors chaque visite est vécue comme une menace. Dans le premier cas, la personne reçoit tout le monde, elle ne sait pas dire non, elle s'épuise à accueillir, à sourire, à être là, et quand les gens sont partis, elle est vidée comme une bouteille qu'on a renversée. Dans le second cas, la personne anticipe tellement la perte de soi dans la relation qu'elle préfère éviter la relation. Elle s'isole pour se protéger, mais l'isolement a un coût lui aussi. Le coût de la solitude qui finit par peser, la santé relationnelle, si je devais la définir simplement, c'est cet équilibre délicat, être capable de s'ouvrir sans se perdre et de se protéger sans se fermer. Et cet équilibre, il ne s'apprend pas du jour au lendemain, c'est un travail de toute une vie, mais il commence toujours par la même chose, se connaître soi-même.
Si tu es encore avec moi à ce stade de notre conversation, je veux te dire quelque chose. Le simple fait que tu sois là, que tu aies choisi de consacrer du temps à cette réflexion, dit quelque chose de beau sur toi. Ça dit que tu cherches, que tu t'intéresses à toi-même, pas par narcissisme, mais par désir de grandir, de mieux comprendre, de mieux vivre. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas de réponse toute faite, pas de solution rapide, mais cette disposition à s'asseoir avec soi-même et à regarder honnêtement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque épisode est une invitation à ce genre de promenade intérieure. Et ces promenades, elles ont un effet cumulatif. Elles changent le regard qu'on porte sur soi, doucement mais sûrement. Revenons à notre sujet avec une question que je trouve particulièrement riche. Est-ce que ne pas aimer recevoir de visites a un lien avec notre rapport à l'amour? Et la réponse, à mon sens, est oui, profondément, parce qu'il y a une croyance très répandue, souvent inconsciente, qui dit aimer quelqu'un, c'est lui être disponible, toujours, complètement. Et si tu as besoin de distance, de solitude, d'espace, alors c'est que tu n'aimes pas vraiment. Et c'est une croyance qui fait beaucoup de dégâts. Elle pousse les gens à se forcer, à recevoir quand ils n'en ont pas envie, à sourire quand ils sont épuisés, à prétendre être contents alors qu'ils aimeraient être seuls. Et paradoxalement, cette contrainte finit par créer exactement ce qu'elle cherchait à éviter, du ressentiment envers les personnes qu'on aime. Combien de fois ai-je entendu en consultation ou dans les échanges après mes conférences des gens dire ⁇ Je ne comprends pas pourquoi je me sens en colère contre mes parents qui viennent nous voir. Je les aime. ⁇ Et quand on déroule le fil, on découvre qu'il y a un épuisement profond, une accumulation de visites non désirées, d'envahissements acceptés sans jamais avoir pu dire là, j'ai besoin de souffler. La vraie générosité, celle qui dure, celle qui ne s'épuise pas, elle vient d'un endroit plein, pas d'un endroit vide. Et pour que cet endroit soit plein, il faut le nourrir, il faut lui donner ce dont il a besoin. Et parfois, ce dont il a besoin, c'est de silence, de solitude. D'une maison vide pendant un week-end, c'est pas du rejet, c'est de l'entretien. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me semble crucial et que l'on n'évoque pas assez, la culpabilité. Parce que les gens qui n'aiment pas recevoir de visite ne souffrent pas seulement de ne pas aimer recevoir de visite, ils souffrent surtout de culpabiliser de ne pas aimer recevoir de visite. C'est une souffrance en double, une souffrance au carré, on ressent quelque chose de naturel pour soi et on se condamne pour l'avoir ressenti. La culpabilité, dans ce contexte, elle vient d'où? Elle vient souvent de messages reçus dans l'enfance. Des messages sur ce que signifie être une bonne personne, un bon fils ou une bonne fille, un bon ami, un bon conjoint. Des messages qui disaient, explicitement ou implicitement, les gens bien accueillent, les gens bien reçoivent, les gens bien ont toujours la porte ouverte. Et si tu n'as pas la porte ouverte, alors tu es quoi? Cette question, elle est cruelle et elle est fausse. Parce que la bonté d'une personne ne se mesure pas à sa disponibilité physique. Elle se mesure à la qualité de sa présence quand elle choisit d'être là. Elle se mesure à la profondeur de son attention, à la chaleur de son accueil, aux soins qu'elle apporte à la relation. Et quelqu'un qui a besoin de solitude pour recharger ses batteries, qui dit honnêtement, pas ce week-end, mais je serais vraiment content de te voir samedi prochain, cette personne-là et peut être bien plus généreuse et bien plus aimante que quelqu'un qui ouvre sa porte à tout le monde mais n'est jamais vraiment présent. La qualité prime sur la quantité, toujours. Il y a une notion que j'utilise beaucoup dans mon travail et que je voudrais partager avec toi maintenant, c'est la notion de fatigue de compassion ou plus largement de fatigue relationnelle. Nous vivons dans un monde qui demande beaucoup relationnellement. Les sollicitations sont constantes, les écrans nous connectent en permanence, les attentes sociales sont multiples et beaucoup de gens arrivent à leur maison en fin de journée, littéralement épuisés de contact humain,
non pas parce qu'ils n'aiment pas les humains, mais parce qu'ils en ont trop vu, trop entendu, trop géré. Et dans cet état-là, annoncer qu'on va encore recevoir quelqu'un, c'est comme demander à quelqu'un qui court un marathon depuis 30 kilomètres de faire encore un sprint. La maison devient alors, pour ces personnes, un espace de récupération vital, pas de luxe, vital. Et cette réalité-là mérite d'être prise au sérieux, par soi-même d'abord, et par les gens qu'on aime ensuite. Parce qu'il est possible de faire comprendre à ses proches ce besoin sans les blesser, sans qu'ils se sentent rejetés. Il est possible de dire j'ai besoin de recharger, c'est pas contre toi, c'est pour moi, et quand je serai rechargé, je serai bien plus présent, bien plus disponible, bien plus là. Ce discours-là demande du courage. Il demande de se connaître assez pour pouvoir l'articuler. Et il demande une confiance dans la relation, la confiance que l'autre peut entendre quelque chose de vrai sans se sentir diminué. Mais quand ce discours est possible, il change tout. Il transforme une tension silencieuse en une compréhension mutuelle. Et c'est ça la vraie intimité. Deux personnes qui peuvent se dire qui elles sont vraiment sans crainte d'être jugées. Permettons-nous maintenant d'aller un peu plus loin dans un territoire un peu plus complexe. Il y a des gens pour qui ne pas aimer recevoir de visite n'est pas seulement une question de tempérament ou de fatigue, c'est quelque chose de plus profond qui touche à l'identité elle-même. Ces personnes-là ont souvent dans leur histoire vécu des expériences où l'espace n'était pas respecté, où les frontières n'existaient pas, où les autres entraient sans frapper physiquement ou psychologiquement, où l'on ne demandait pas la permission. Ça peut être des parents envahissants qui n'avaient pas le sens de l'espace personnel de leur enfant. Ça peut être des relations affectives dans lesquelles la fusion était la règle et où l'on ne savait plus très bien où soit finissait et où l'autre commençait. Ça peut être des situations de violence ou de manque de respect qui ont appris au corps et à l'âme que la présence de l'autre était synonyme de danger. Dans ces cas-là, ne pas aimer recevoir de visite est une réponse adaptative à une histoire douloureuse. Et cette réponse mérite d'être entendue avec beaucoup de douceur. Il ne s'agit pas alors de se corriger, il s'agit de comprendre, de guérir, de reconstruire progressivement un espace de confiance avec l'aide parfois d'un accompagnement thérapeutique, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, parce qu'on ne surmonte pas les traces du passé en se forçant à agir comme si elles n'existaient pas. On les surmonte en les regardant en face, en les nommant, en les comprenant. Et alors, petit à petit, elles perdent leur emprise. Avant de continuer, je veux que tu saches quelque chose. Si tu écoutes ces mots et que quelque chose en toi se dénoue, si tu te sens moins seul dans ce que tu ressens, si tu te reconnais dans certaines de ces descriptions, alors ce contenu a rempli sa mission. Je t'invite à le partager avec quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Parfois, un simple message avec un lien, un j'ai pensé à toi en écoutant ça, peut être un cadeau immense. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour que ces réflexions continuent de t'accompagner. Parlons maintenant d'une dimension que j'aime particulièrement parce qu'elle est souvent négligée dans les discussions sur ce sujet, c'est la dimension créative de la solitude. Les philosophes, les artistes, les écrivains, les penseurs de toutes les époques, ils ont tous dit, d'une façon ou d'une autre, la même chose. La solitude est nécessaire à la création. Pas la solitude subie, pas l'isolement douloureux, mais la solitude choisie, habitée, féconde. Virginia Woolf parlait de la nécessité d'avoir une chambre à soi, pas seulement pour écrire, mais pour penser, pour être, pour exister en dehors du regard des autres. Rilke, dans ses lettres à un jeune poète, écrivait que la solitude est la chose la plus importante de toutes, qu'elle est la condition même de la vie intérieure. Et Blaise Pascal, bien avant eux, avait touché à quelque chose d'universel en écrivant que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Ce que ces grands esprits nous disent, c'est que la capacité à être seul est une capacité, justement, c'est une richesse, c'est quelque chose à cultiver, pas à soigner,
Et si tu fais partie de ceux qui aiment la solitude, qui ont besoin de silence pour se retrouver, qui ressentent une gêne quand on empiète sur leur espace intérieur, alors peut être que cette sensibilité-là est aussi une ouverture vers quelque chose de profond, vers une vie intérieure riche, vers une capacité à s'asseoir avec soi-même, à contempler, à créer, à ressentir. C'est pas une anomalie, c'est une forme de profondeur. Je veux maintenant qu'on parle de quelque chose de très pratique. Comment dire non, ou du moins comment dire pas maintenant, sans blesser ceux qu'on aime. Parce que c'est souvent là que ça coince. On a compris qu'on a besoin d'espace, on a compris que ce besoin est légitime, mais on ne sait pas comment le communiquer sans paraître froid, sans blesser, sans créer de malentendus. La première chose à retenir, c'est que la façon dont on dit les choses compte autant que ce qu'on dit. Je n'ai pas envie de vous voir ce week-end et j'ai vraiment besoin de souffler ce week-end, mais j'adorerais qu'on prévoie quelque chose la semaine prochaine, disent la même chose, mais ils créent deux réalités relationnelles très différentes. La première ferme, la seconde ouvre, même en déclinant. La seconde chose à retenir, c'est que vous n'avez pas à vous justifier à l'excès. Donner une explication brève et sincère est suffisant. Vous n'avez pas à vous défendre, vous n'avez pas à convaincre, vous n'avez pas à vous excuser longuement. J'ai besoin de temps pour moi ce week-end est une phrase complète. Elle n'a pas besoin d'un paragraphe de justification pour être valable. Et la troisième chose peut être la plus importante. Les gens qui vous aiment vraiment, les gens qui vous respectent vraiment, ils peuvent entendre ça, ils peuvent ne pas comprendre parfaitement parce qu'ils sont peu, être différents de vous, mais ils peuvent l'accepter parce qu'ils vous font confiance. Et si quelqu'un réagit très mal à l'idée que vous ayez besoin d'espace, si cette demande légitime crée des conflits importants, alors c'est peut être une conversation plus profonde qui est nécessaire. Une conversation sur les besoins de chacun, sur le respect mutuel, sur l'amour qui laisse de l'espace à l'autre. Permettons-nous une digression, une petite histoire que j'aime beaucoup. Il y a un moine zen, dans une vieille histoire, qui avait l'habitude de refuser les visiteurs pendant certaines périodes. Ses disciples étaient parfois étonnés. Ils lui demandèrent un jour: «Mais comment peux-tu te consacrer aux autres si tu fermes ta porte?» Et le moine répondit simplement: La lampe ne peut éclairer que si elle est allumée, et pour s'allumer, la lampe a besoin d'huile. J'aime cette image parce qu'elle dit, sans jugement, sans complexité inutile, quelque chose d'essentiel sur le don de soi. Tu ne peux donner que ce que tu as. Et pour avoir quelque chose à donner, tu dois d'abord te remplir. La disponibilité constante, l'ouverture permanente, sans jamais se ressourcer, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement progressif. Et l'épuisement finit toujours par créer ce qu'on cherchait à éviter: le retrait, la froideur, l'absence, même quand on est physiquement présent. Approchons maintenant de la fin de notre exploration, et avant de conclure, je veux aborder un dernier point que je trouve essentiel. C'est la question de l'évolution. Ne pas aimer recevoir de visites aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça. Nos besoins changent, nos peurs évoluent. Notre capacité à nous ouvrir se modifie avec le temps, avec les expériences, avec les rencontres, avec le travail sur soi. Il y a des gens qui, à 30 ans, vivaient dans un isolement presque complet et qui, à 50 ans, reçoivent avec une joie sincère, parce qu'ils ont appris à se connaître, parce qu'ils ont appris à poser des frontières claires, parce qu'ils n'ont plus peur d'être envahis, parce qu'ils savent maintenant comment se protéger tout en restant ouverts. Et il y a des gens qui, à 30 ans, avaient toujours la maison pleine et qui, à un certain moment de leur vie, ont réalisé qu'ils avaient besoin de faire le vide, de se retrouver, de découvrir qui ils étaient quand il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ces évolutions sont normales, elles sont même nécessaires. La vie, c'est un mouvement permanent entre ouverture et fermeture, entre contact et retrait, entre la relation à l'autre et la relation à soi. Et la sagesse peut être
c'est d'apprendre à habiter consciemment ces deux pôles sans se laisser tyranniser ni par l'un ni par l'autre. Alors, arrivé au bout de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, que retenir? La première chose, c'est que ne pas aimer recevoir de visites n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un problème à corriger. C'est une information sur soi, une information sur ses besoins, sur son tempérament, sur son histoire parfois. La deuxième chose, c'est que cette information mérite d'être accueillie avec curiosité plutôt qu'avec honte. Se demander d'où vient cette réaction. Est-ce un besoin légitime de solitude et de ressourcement? Est-ce une vieille peur qui se réactive automatiquement? Est-ce une difficulté à poser des frontières claires? La troisième chose, c'est que l'amour et la disponibilité ne sont pas synonymes. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui être constamment accessible. C'est lui être présent avec qualité, avec intention, avec chaleur quand on est là. Et pour être présent ainsi, il faut d'abord prendre soin de soi. La quatrième chose, et c'est peut être la plus importante, c'est que se connaître prend du temps. Ça demande de la douceur, ça demande de la patience. Et ça demande aussi parfois d'aller chercher de l'aide, un thérapeute, un accompagnant, quelqu'un à qui parler de tout ça sans avoir à se justifier ou à se défendre. Et la cinquième chose, c'est qu'il est possible de changer, pas en se forçant, pas en se violentant, mais en comprenant, en apprivoisant, en faisant confiance au mouvement de la vie et à sa propre capacité à évoluer. Je veux terminer par quelque chose d'un peu plus personnel. Dans ma pratique, dans mes lectures, dans mes propres réflexions, je reviens souvent à cette idée simple: on ne peut vraiment rencontrer les autres que quand on s'est d'abord rencontré soi-même. Tant qu'on ne sait pas qui on est, tant qu'on n'a pas fait connaissance avec ses propres besoins, ses propres peurs, ses propres désirs profonds, les relations avec les autres restent en quelque sorte de surface. On joue un rôle, on s'adapte, on se perd. Mais quand on commence à se connaître vraiment, quand on ose dire voilà qui je suis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je peux donner et ce que je ne peux pas, alors quelque chose change. Les relations deviennent plus vraies, moins nombreuses parfois, mais infiniment plus profondes. Et c'est ça, finalement, la promesse de ce travail sur soi. Non pas de devenir une meilleure version de ce que les autres voudraient qu'on soit, mais de devenir une version plus authentique, plus libre, plus vivante de ce qu'on est déjà. Ta préférence pour la solitude, ton besoin d'espace, ta difficulté avec les visites non annoncées, tout ça fait partie de toi. Et cette partie-là, elle mérite d'être connue, comprise et respectée, par toi d'abord, et par ceux que tu choisis d'inviter dans ta vie. Prends soin de ton espace intérieur, prends soin de ta flamme, pour que quand tu ouvres ta porte, ce soit avec une présence entière, une chaleur sincère, une joie véritable. Parce que c'est ça, la vraie générosité. Pas l'ouverture forcée, mais l'ouverture choisie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ces mots t'a touché ou t'a aidé à mieux te comprendre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut être quelqu'un qui, lui aussi, a du mal à dire non, qui s'épuise à recevoir, qui ne sait pas encore que son besoin de solitude est une richesse et non une faiblesse. On se retrouve dans le prochain épisode pour une nouvelle promenade intérieure. Prends soin de toi